L'actualité internationale des 7 derniers jours, c'est une semaine dans le monde. Et pour commenter l'info cette semaine, à nos côtés, Martine Laroche-Joubert, grand reporter à France 2. Bonjour, Martine Laroche-Joubert. Bonjour également à Philippe Rochaud qui nous a rejoint. Vous êtes journaliste, ancien correspondant de France 2, notamment à Pékin. Et vous êtes l'auteur de Reportage pour mémoire, 40 ans de journaliste de l'Arabie à la Chine, un livre de clichés qui est paru aux éditions Éric Bonnier. C'était en 2015. Merci d'être avec nous. Merci également à Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. On évoquait dans la première partie le G20 et la fameuse rencontre. Enfin, il aura fallu attendre presque 6 mois pour les voir côte à côte entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et toujours depuis Hambourg, et bien plus tôt dans la journée, les dirigeants américains, japonais et sud-coréens ont condamné à nouveau le tir cette semaine par la Corée du Nord d'un missile intercontinental. Un test destiné à servir d'avertissement sur la capacité balistique des Nord-Coréens qui veulent démontrer la possibilité désormais de frapper partout, y compris les États-Unis. La Corée du Nord est-elle incontrôlable, Philippe Rochaud ? Non, je ne pense pas. Simplement, la Corée du Nord est isolée. Elle aurait peut-être besoin d'un dialogue plus direct. Par exemple, on se souvient que les dirigeants américains avaient rencontré Kim Il-sung dans les années 80. Et donc, il y avait un dialogue qui s'était instauré. Et aujourd'hui, les Nord-Coréens voudraient que ce dialogue revienne. Or, on avait jusque-là une sorte d'équilibre de la terreur, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y avait des forces qui se déplaçaient dans la région sans que vraiment il y ait d'intervention ni d'offensive militaire. Et puis au fond, avec les incertitudes qu'a apporté Donald Trump, avec aussi le fait qu'il ait fait faire des manœuvres un peu agressives dans la région, donc on a cette réaction des Nord-Coréens qui est immédiate, et parce que les Nord-Coréens ne céderont pas à ce genre de pression. Et donc on assiste là à des menaces assez inquiétantes entre Corée du Nord et États-Unis. Parce que c'est vrai, on parle toujours du tir de missiles que font les Nord-Coréens, mais on oublie aussi que régulièrement, les Sud-Coréens et les Américains, en collaboration avec les Américains, font des manœuvres qui aussi font craindre à la Corée du Nord une intervention. Donc moi, je suis allé une seule fois en Corée du Nord. Je n'ai pas réussi à y aller une deuxième fois parce que je n'ai pas obtenu le visa. Mais ce qui m'avait frappé, c'était que la population vivait vraiment dans ce sentiment d'être complètement encerclée par l'Occident, d'être menacée, etc. Et elle avait un peu pour moi la mentalité des années 50. Oui. On n'était pas sorti encore de cette après-guerre froide. Propagande, et en même temps, vous le dites, une menace bien réelle avec ces manœuvres conjointes américano-coréennes et la présence maintenant de ce bouclier antimissile. Oui, alors le bouclier antimissile, les Sud-Coréens n'étaient pas très, très favorables, donc finalement le déploiement du bouclier antimissile a été freiné, ralenti. Mais il y a toujours pour les Nord-Coréens cette menace, et finalement Kim Jong-un en joue. Il joue de ça aussi pour asseoir son pouvoir et puis continuer à affirmer sa popularité au sein de sa population. En tout cas, les États-Unis, y voient clairement un acte de guerre. Ils ont fait circuler cette semaine un nouveau projet de déclaration au Conseil de sécurité condamnant l'essai nord-coréen. Écoutez l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley. Make no mistake. Que ce soit clair, le fait que la Corée du Nord lance un missile balistique à longue portée est le signe d'une escalade militaire. Leur action repousse la possibilité d'une solution diplomatique. Les États-Unis sont prêts à utiliser tous les moyens disponibles pour se défendre ainsi que pour défendre leurs alliés. L'un de ces moyens est la force militaire. Nous l'utiliserons si besoin, même si nous préférons ne pas en arriver là. Un problème, la Russie a bloqué le projet de résolution américain, également d'ailleurs soutenu par la France. Raison avancée par Moscou, la rédaction ne satisfait pas les Russes qui refusent de parler de missiles balistiques intercontinental, mais de missiles moyenne portée. Ils pinaillent sur les termes, ou est-ce que vraiment il y a là un sujet d'intérêt particulier, Martine Laroche-Joubert, la portée de ce missile? Oui, il pinaille sur les termes. Il est évident que la Corée du Nord est assez avancée dans son programme nucléaire aussi. Mais ce qui est intéressant, là, c'est le rôle de la Chine par rapport à la Corée du Nord. Parce qu'il est arrivé plusieurs fois que la Chine vote des sanctions contre la Corée du Nord. Mais en même temps, elle la soutient. La Chine commerce énormément avec la Corée du Nord. Elle n'a pas non plus intérêt à ce que le régime s'effondre, tout simplement parce qu'il y aurait peut-être une catastrophe humanitaire sur sa frontière. Et puis aussi parce que si jamais il y avait une réunification des deux Corées, pour la Chine, ça serait un drame parce que l'influence américaine, alors là, elle serait vraiment toute proche, de l'autre côté de la frontière. Donc la Chine a une position comme ça ambivalente, elle vote les sanctions ou ne les vote pas.
Et c'est fondamental. Peut-être a-t-elle intérêt à maintenir le statu quo. Et en même temps, ce qui est absolument incroyable, c'est que, je passe au contrôle Philippe, mais il me semble que Xi Jinping et Kim Jong-un ne se sont jamais rencontrés. Ce sont quand même deux chefs d'État qui sont très proches, si on peut dire géographiquement, l'un de l'autre, et que je sache, ils ne se sont pas rencontrés. Donc c'est une situation qui est étrange, d'autant plus que c'est vrai, on sait quand même très mal ce qui se passe vraiment en Corée du Nord. Est-ce qu'il y a vraiment le pouvoir? Est-ce que c'est Kim Jong-un? Est-ce que c'est autour une clique qui l'entoure? On ne le sait pas. Les visas sont délivrés vraiment au compte-gouttes. J'en ai demandé plusieurs fois. Je ne les ai jamais eus parce qu'il y avait un reportage de France 5 qui leur avait déplu et d'envoyé spécial. Donc, si vous voulez, on ne sait pas ce qui s'y passe. Il y a eu un congrès l'année dernière. C'était le premier depuis, je crois, 40 ans. Et il y avait plusieurs journalistes qui étaient là, mais ils n'ont rien pu faire. On leur faisait visiter des hôpitaux où il y avait des faux malades, des faux médecins. Vous voyez, c'est un pays quand même qu'on ne connaît pas. Au fond, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en Corée du Nord et quel est son pouvoir de nuisance. Bien que je pense que c'est surtout une affaire de dissuasion. La Corée du Nord, c'est une question de survie pour elle, d'avoir un arsenal nucléaire et des missiles. Donc, elle espère que les autres le sachant, elle ne va pas être attaquée. Donald Trump a accusé la Chine de saper les efforts américains cette semaine. Il l'a fait sur Twitter en renforçant ses échanges commerciaux avec Pyongyang. Est-ce qu'on prête trop d'influence à la Chine sur la Corée du Nord, Philippe Rochaud? Alors la Chine a les moyens de freiner les ardeurs de la Corée du Nord, mais ces moyens sont quand même limités. Bon, par exemple, là, la Chine avait arrêté les importations de charbon. Donc c'est quand même l'une des principales ressources. Essentiel quand même. Coréenne, mais la Corée du Nord arrive à diversifier son économie et puis à contourner cette sorte d'embargo. Mais je crois que ce qui est important... Donc vous voulez dire que les sanctions, on en est au 6e régime depuis 2006, ne servent à rien? Les sanctions ne servent pas à rien, mais disons, ne suffisent pas pour influer le régime. Et les Chinois pourraient faire certainement plus, mais comme le dit Martine, les Chinois ont très peur d'une nouvelle Corée, une Corée réunifiée, qui serait automatiquement sous l'influence des États-Unis. Donc ce serait une perte diplomatique pour les Chinois. Alors de leur côté, les Américains voudraient que les Russes s'engagent beaucoup plus. Bon, les Russes ont quand même 70-80 km de frontière avec la Corée du Nord. C'est pas beaucoup, mais ça peut suffire aussi. Mais les Russes se sont toujours dégagés du terrain et ont remis ça entre les mains de la Chine pour essayer d'arrondir les angles. Ils ont contribué là, à couler quand même le projet de déclaration américain. C'est un jeu avec la Chine ou est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt, eux, spécifique là à venir pénaliser les Américains, les Américains sur un dossier de sécurité quand même nationale pour Washington? C'est-à-dire on a toujours cette compétition entre la Chine et la Russie pour des raisons économiques, notamment sur l'ouverture de cette fameuse ceinture économique que les Chinois sont en train de créer. Donc tout ce que la Russie peut entreprendre est automatiquement... ils sont regardés par les Américains et puis par les Chinois pour essayer de freiner cette offensive. Laure Simoes. Oui, entre Trump et Kim Jong-un, c'est vraiment du pain béni, là, ces deux personnages pour les dessinateurs de presse. Donc cette semaine, on en a reçu beaucoup, évidemment, à commencer par ce portrait de Marek, dessinateur belge, du dirigeant nord-coréen à la coiffure assez atomique, on peut dire, entre la mèche folle de Trump et puis on est gâté. Une autre interprétation de Nicolas Vado. Tout le monde sait que cette semaine est sorti le dessin animé, le troisième dessin animé moche, moi moche et méchant. Alors évidemment, les mignons sont quand même bien plus mignons que le dirigeant nord-coréen, mais enfin, un beau résumé. Puis alors, ce dessin aussi intéressant de Cap, dessinateur espagnol pour la Vanguardia. Alors, à ce jeu de force c'est qui le plus fort Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une intimidation supplémentaire qui ne débouchera pas forcément à une escalade ou est-ce que ça peut réellement barder? Mais c'est toute la question qu'on se pose. Puis alors, ce qui est assez impressionnant, là aussi, je suis désolée d'en revenir toujours au phallus, mais c'était un espèce de fil conducteur. Tous les dessinateurs de presse du monde entier ont eu l'idée du phallus comme représentation de ce jeu de force. Alors donc voilà, ça c'est un petit peu en dessous de la ceinture, ce dessin de Hurifique, mais ça vient d'étendre toujours l'atmosphère pour Arrive. En tout cas, je suis pas Freud, mais enfin ça en dit long, si j'ose dire, sur ces deux personnages. Puis alors ce dessin aussi très 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 drôle de Bénédicte
dessinatrice suisse pour 24 heures. Voilà, on a d'un côté ce missile balistique intercontinental que Kim Jong-un offre en cadeau aux salauds américains, hein, je cite ces mots, hein, c'était ce qu'il avait dit. Et puis de l'autre côté, on a le fameux tweet de Trump, hein, qui a répondu « Ce type n'a-t-il rien de mieux à faire dans sa vie ?» C'est quand même le niveau des échanges entre les deux pays. Et enfin, pour terminer, un dessin extrêmement drôle de dessinateur belge. Voilà, on a là le dialogue entre Trump et puis son état-major sur la Corée du Nord, évidemment. Les Américains ont peur d'un fou narcissique qui a accès aux armes nucléaires. Et l'autre qui répond « Oui ». Et aussi de Kim Jong-un. Et aussi, tout est dans le détail. En tout cas, je vois que vous n'avez pas manqué de faire figurer la coiffure de Kim Jong-un. Et si notre spécialiste de la Corée du Nord, Juliette Morillon, était là, elle vous dirait, voilà, les Occidentaux, les journalistes, ils résument Kim Jong-un à sa coiffure, alors qu'il y a beaucoup plus à dire et à expliquer sur lui et sur son pays. Mais le dessinateur de presse, il fait du cliché. Voilà, il fait du cliché. Et puis c'est vrai que le personnage se prête quand même particulièrement à la caricature, tout comme d'ailleurs Donald Trump. Ça arrive en tout cas, c'est rodomontade nord-coréenne en pleine tension sino-américaine en mer de Chine. Dimanche dernier, un navire de guerre américain, l'USS Statham, s'était approché à moins de 12 000 nautique de l'île Triton, c'est dans l'archipel des Paracels, contestant de facto la souveraineté chinoise sur ce territoire administré par la Chine depuis plusieurs décennies, mais également revendiqué par le Vietnam. Et on vient d'apprendre qu'un, peut-être deux même bombardiers stratégiques américains viennent de survoler la mer de Chine méridionale. À quoi joue donc Donald Trump, Martine Laroche-Joubert ? Il montre ses muscles, hein, comme le montrent ses dessins. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas s'il est conscient du danger de ce qui se passe vraiment en mer de Chine. Enfin, je veux dire, bon, il en est conscient certainement, mais est-ce qu'il connaît tous les paramètres, tout ? Je ne sais pas. Hein, c'est toujours, c'est difficile à dire, mais. Les Chinois, ça c'est vrai, pour eux, ce qu'ils font, il y a des îlots inhabités, ils construisent une piste d'atterrissage, par exemple, sur un îlot, et après, voilà, c'est à eux. D'ailleurs, la plupart de ces îlots portent deux noms. Ils portent un nom chinois et puis le nom du pays dont ils sont le les îles Senkaku, Diaoyu, par exemple. Voilà, exactement. Donc... je pense qu'il montre ses muscles. Je pense quand même que l'état-major autour de lui est assez conscient du danger que cela peut représenter, peut-être, tous ces accrochages successifs comme ça en mer de Chine. Je ne sais pas quelle importance cela peut avoir dans le futur, mais je pense qu'en effet, il veut montrer que là-bas, l'Amérique peut être présente. Ouais. C'est de la maladresse, de la provocation inutile, ou bien est-ce que tout simplement Donald Trump pousse plus loin la stratégie du pivot de Barack Obama, Philippe Rochaud ? Il faut d'abord voir qu'est-ce que fait la Chine là. Elle veut sécuriser sa route maritime. Hein. Elle veut avancer ses pions à la fois vers l'Afrique. Hein. Même le détroit de Tiran, ça n'échappe pas à la Chine. Quand vous voyez que les Chinois sont aujourd'hui présents à Djibouti avec des forces militaires qui sont plus importantes que les forces françaises, américaines et japonaises qui stationnent sur place, donc il faut quand même s'en inquiéter. Et donc Xi Jinping veut tracer cette route et Donald Trump veut dire mais attention, jusqu'ici, mais pas plus loin, nous sommes là nous aussi. Donc il veut donner des coups d'arrêt, montrer qu'il n'est pas seul, que ce sont des eaux internationales aussi, puisque ces fameux îlots dont parle Martine sont dans des eaux internationales et non pas n'appartiennent pas à la Chine. Bon, la Chine, pour montrer que ce sont des îlots qui sont depuis des siècles des îlots chinois, parfois elle sort une amphore comme ça en disant oui, vous voyez, ça a été trouvé là, donc ça prouve bien que nous sommes chez nous et tout. Bon, c'est une politique très, très habile, mais donc Donald Trump, il a choisi en quelque sorte de faire face à cette avancée des Chinois, pas une confrontation, mais disons de dire voilà, nous sommes là. Et tout a commencé finalement durant la campagne électorale de Donald Trump, quand il a accepté de prendre au téléphone la présidente de Taïwan, alors que ça ne se faisait pas diplomatiquement jusque-là, puisque Taïwan n'était pas considéré comme un pays. Il faut dire que ces îlots non plus ne sont pas comme ça, de simples rochers que la Chine voudrait comme ça. Ce sont d'abord, il y a la mer de Chine, hein, donc c'est une zone de pêche extrêmement importante que la Chine voudrait contrôler. Et en plus, il y aurait des réserves de pétrole et de gaz dans toute cette région, et ça
évidemment, ça intéresse les Chinois. Voilà, ce ne sont pas juste des rochers comme ça. Hein. On passe à l'autre sujet, parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'illustration spécifique alors s'agissant de la Chine, mais l'autre sujet de la semaine en Europe, eh bien, c'est comment répondre à l'appel à l'aide de l'Italie face à la crise des migrants. Plus de 100 000 personnes ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année. C'est 2 fois moins que sur la même période l'année dernière, mais l'écrasante majorité, plus de 8 sur 10, accostent en Italie et non plus en Grèce, sans compter les naufrages. 2017 pourrait être l'année la plus meurtrière en Méditerranée pour les migrants. C'est ce qu'estime en tout cas Amnesty International, qui pointe la responsabilité des Européens. Écoutez la directrice du Bureau Europe pour Amnesty. La priorité affichée des pays de l'Union européenne d'endiguer les flux migratoires, de redéfinir la mission des bateaux de sauvetage et d'en réduire le nombre, s'est en réalité traduite par une augmentation des décès en mer. La situation actuelle en ce qui concerne les garde-côtes libyens est absolument inacceptable. Il est inimaginable que l'Union européenne autorise des opérations de sauvetage dont on sait pertinemment qu'elles ne sont pas adéquates, alors que des vies sont en jeu. Nous avons vu les garde-côtes libyens faire mauvais usage d'armes à feu. Nous savons qu'ils ne sont pas bien formés. Et le pire, c'est sans doute que ces gens qui sont reconduits en Libye soient renvoyés dans des centres de détention illégaux, où ils subissent la torture, le viol et d'autres abus. Responsables les Européens, Philippe Rochaud, on a adopté un code de bonne conduite pour les ONG qui viennent au secours d'un tiers à peu près des naufragés au large des côtes libyennes. On les accuse d'ailleurs de s'approcher trop près et donc de créer un appel d'air pour les passeurs, mais toujours pas d'accord de relocalisation pour ce qui est des migrants qui arrivent en Italie. Écoutez, moi ce matin j'étais porte de la Chapelle, justement, oui, donc j'ai pu recueillir des témoignages. Il y a eu une évacuation à 2700 personnes. Oui, 2700 personnes qui étaient évacuées, et franchement ça s'est très bien passé. Et il y avait là les ONG, il n'y avait absolument pas de contestation de la part des autorités sur le rôle des ONG. Maintenant, je pense que c'est le devoir de tout le monde d'aider les migrants, parce qu'on ne peut pas laisser des gens arriver comme ça sur des côtes et ne pas leur porter secours. Hein, donc, l'attitude adoptée par la France vis-à-vis des migrants venant d'Italie, je veux dire, doit aussi évoluer, parce que à la fois l'Italie ne peut pas refouler les migrants, parce qu'il les refoulerait à la mer. En revanche, la France peut refouler les migrants vers l'Italie, mais c'est quand même une situation très Il y a un véritable mur physique aujourd'hui entre Menton et Vintimille. Oui, absolument, oui. Il y a ce mur physique qui est vraiment symbolique de la situation actuelle, quoi. Donc je pense qu'on doit effectivement, en tant qu'Européens, partager le fardeau des migrants, parce qu'on ne peut pas laisser à l'Italie toute seule le soin de gérer la crise des migrants, quoi. On est à plus de 100 000 migrants depuis le début de l'année aujourd'hui. C'est de l'impréparation ou un refus d'assumer finalement ses responsabilités politiques, Martine Laroche-Joubert. On sait que sur ce sujet-là, eh bien, les politiques d'accueil sont majoritairement perçu comme impopulaire en France. Oui, c'est de l'impréparation, c'est une tragédie quand même. C'est une tragédie, et c'est une tragédie qui demeurera dans les livres d'histoire. C'est vrai que c'est l'Italie qui supporte essentiellement la charge de tous ces réfugiés, ces migrants qui arrivent, c'est vrai. Mais les ONG ont protesté contre ce code de bonne conduite. En effet, quand on les accuse de favoriser le départ des migrants parce que les bateaux sont là, non, c'est faux. Les gens qui viennent là et qui essaient de venir en Europe, ils ne traversent pas la Méditerranée pour être secourus par des bateaux. C'est pas comme ça que ça se passe. Leurs conditions de vie sont tellement épouvantables, ils traversent des situations tellement horribles qu'ils partent, qu'il y ait des bateaux ou pas. D'ailleurs, c'est à l'Europe d'organiser, pardonnez-moi, c'est à l'Europe d'organiser le transport de ces migrants sur son sol, lorsqu'on sait que la politique européenne aujourd'hui, c'est de dire oui uniquement aux demandeurs d'asile fondés effectivement à déposer une demande, c'est-à-dire dans des États qui sont considérés comme non sûrs, et qu'un pays comme la France estime que seule une personne sur 5 qui traverse la Méditerranée est un demandeur d'asile. C'est compliqué de faire la différence entre les mots réfugiés politiques et migrants. On dit que les réfugiés politiques, bon, c'est parce qu'ils ont été menacés de mort dans leur pays pour des raisons politiques. Mais enfin, les migrants qui, par pauvreté ou quand il y a des déplacements forcés de population, etc., la frontière entre les deux, franchement, elle n'est pas absolue. On ne peut pas dire d'un côté il y a les migrants, de l'autre il y a les réfugiés qui seraient syriens ou autre chose. En plus, parmi tous ces gens qui viennent, en effet, il y a essentiellement des gens qui viennent, c'est vrai, pour des raisons économiques, mais leur douleur reste la même. Et la France, en effet, ne veut pas accueillir, elle a dit qu'elle ne voulait pas accueillir dans ses ports pour soulager l'Italie, l'Espagne non plus, tous ces gens qui viennent de Libye. Donc c'est une tragédie, c'est un échec.
énorme des politiques et de l'Union européenne. Ouais. On va voir les illustrations avec vous, Laure Simoès. Oui, ce dessin de dilemme des sénateurs algériens pour la liberté, qui montre effectivement que l'Italie demande de l'aide à l'Europe et tape du poing sur la table face à l'afflux massif des migrants. Mais on a là effectivement ce pêcheur italien qui est là, bougez pas, je vais à Bruxelles chercher du secours. Ce dessin dit à la fois toute la tragédie et l'absurdité de cette situation voilà, que l'on voit depuis trop longtemps. Un autre dessin très solennel de Falco, dessinateur cubain, qui est majestueux sur la question évidemment des passeurs qui conduisent ces migrants pour beaucoup malheureusement vers la mort. On a envie de se taire devant ce beau dessin. C'est comme un silence mortuaire, mais il faut de temps en temps pouvoir en montrer pour faire réagir. C'est la même chose avec ce dessin de Kishka, dessinateur israélien, qui est tout aussi fort devant voilà ce bateau cercueil, cette embarcation cercueil et dans cette mer rouge sang. Un autre dessin de Patrick Chapat, dessinateur suisse pour The International New York Times. Il est très dérangeant ce dessin parce qu'il montre évidemment le contraste entre l'insouciance des vacanciers, ça va bientôt être pour nous les vacances et on va aller se faire bronzette sur les plages méditerranéennes, et puis évidemment cette tragédie des migrants qui perdent leur vie dans cette Méditerranée qui est devenue un cimetière humain. Et puisque ce matin on en parlait, on a évacué donc les campements de la Porte de la Chapelle, remontrait ce très beau dessin de Plantu qui montre effectivement là aussi le contraste entre cette arrivée massive de migrants de la Méditerranée qui montent vers nos métropoles, et puis donc on voit évidemment la détresse et puis un regard un peu toisant. On ne sait pas très bien comment ces gens vont être accueillis. Et puis voilà, un petit peu pour égayer quand même cette lourdeur, un très très bon dessin de Mix et Remix, dessinateur suisse, qui n'est plus de ce monde et qu'on regrette beaucoup. C'est la seule bonne nouvelle de cette tragédie, c'est que grâce à l'immigration de masse, il y aura toujours plus d'étrangers que de xénophobes. Puis je vous invite évidemment à relire ce livre, Tous migrants, qu'on a publié aux éditions Gallimard et qui est préfacé par Benjamin Stora, qui, dans son texte, rappelle quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que les migrants ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur, et que c'est la survie, qu'elle soit économique, que ce soit un conflit qui soit à l'origine de cela, qui les pousse à partir. Et prendre la décision de partir et de quitter son pays, c'est une douleur avant tout. Un arrachement. Merci beaucoup, Laure Simoès. Merci également à Martine Laroche-Joubert et à Philippe Rochaud d'avoir bien voulu débattre dans Une semaine dans le monde. Restez avec nous, l'actualité continue tout de suite avec un œil sur les médias. Laure Manin qui m'a rejoint pour un œil sur les médias, les réactions sur Internet aux événements d'actualité qui nous ont fait débattre, et notamment ce G20 avec cette rencontre, la première officielle entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Laure. Oui, bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. G20, Trump-Poutine, le choc des titans à Hambourg, titre carrément challenge. Et puis la Russie voit ça également comme un événement très marquant avec cette édition spéciale d'un téléphone en titanium trompé avec le profil en plaqué or des deux dirigeants regardant dans la même direction pour symboliser leur volonté de renforcer les relations entre la Russie et les États-Unis. Trump, Poutine, le premier baiser, titre Le Soir. Le premier baiser, mais aussi la première poignée de main. Évidemment, ça n'a échappé à aucun média, ni NBC, ni Newsweek, ni CNN. Tous montrent des images, voire le gif de cette fameuse poignée de main. Poignée de main commentée également par cet internaute qui dit comment ça se fait que Donald Trump n'ait pas donné son habituel poignée de main, tirage de bras? Pourquoi est-ce que Poutine en a droit à une spéciale? Oui, ça mérite un article. C'est une opinion que partage justement le Washington Post qui dit la nouvelle de cette poignée de main entre Trump et Poutine, c'est venu du Kremlin et non pas de la Maison-Blanche. Et oui, ça compte. Le Washington Post qui explique que les journalistes n'assistent pas à cette rencontre entre les deux hommes, qu'ils devront donc se fier au récit qu'en feront leurs bureaux, leurs officiels présents dans la pièce.
et de rapporter que Vladimir Poutine va forcément orienter cette conversation, ces récits, de manière à paraître comme l'homme fort et qu'il n'est pas sûr que Donald Trump, lui, saura surmonter son aversion pour les médias pour contrer ce message du Kremlin et de situer de rappeler des exemples passés, notamment cette rencontre en mai dans le bureau ovale entre Donald Trump et des officiels russes auxquels la presse américaine n'avait pas été conviée, mais c'était par la présence de journalistes des médias russes officiels présents dans la pièce qui avaient pris des photos et que les Américains avaient appris la présence de l'ambassadeur russe Serge Kislyak. Merci beaucoup Laure. Voilà, un œil sur les médias. C'est terminé. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.